Les refrains de mon cœur. Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur sur RCJ. Le visage et la voix de mon invité aujourd'hui rythment depuis 2006 la fin de week-end de millions de Français. En effet, son magazine 7 à 8 sur TF1 est un rendez-vous incontournable aujourd'hui de l'information télévisée en France. Mais outre la télé, il s'est aussi illustré à la radio. Il a commencé tout jeune sur Radio Béton du côté de Tours. Il a fait ensuite ses classes de journaliste sur Radio Bleu, France Info et RTL, pour ne citer que les principales stations. Outre ses activités journalistiques, il a aussi réalisé un film, Fracture, en 2017. A chanté, on n'oubliera pas, avec Jocelyne Berroir et Thomas Saint-Val, un collectif pour soutenir les 152, pour venir en aide des familles des 152 victimes disparues dans un crash le 16 août 2005. Mais aujourd'hui, c'est l'auteur, l'écrivain, Harry Roselmack, que j'ai le plaisir de recevoir. Harry, comment allez-vous ? Bonjour Frédéric, ça va très bien. Et vous ? Bah écoutez, en pleine forme, on se voit, ça y est, nous sommes retrouvés autour de ce micro et c'est un véritable plaisir de vous accueillir. Partagez. Harry, votre actualité, il n'est pas trop tard pour naître, aux éditions Jouvence. Ce livre, je pourrais le définir, et vous m'arrêtez, je parle sous votre contrôle, comme un grand saut, un plongeon dans l'univers, dans l'existence et notre rôle en tant qu'être humain dans cette existence-là. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, Harry Roselmack se lève et se dit « je vais écrire sur ce sujet-là ». Alors, la dernière phrase de votre présentation qui est très juste, notre rôle dans tout ça, c'est quelque chose qui est advenu dans un second temps. Moi, d'abord, ce que j'ai voulu faire quand j'ai commencé à me mettre derrière mon ordinateur, c'était de challenger un petit peu mes connaissances en astrophysique et en cosmologie. L'astrophysique est une discipline que j'aime beaucoup, qui me passionne et que j'ai cru comprendre en lisant votre ouvrage. Par moi-même, en autodidacte depuis très longtemps. Et il y avait des petites choses qui me questionnaient. Donc je me suis dit, moi, ma façon d'organiser mes idées, c'est de les écrire, c'est de les poser sur une page blanche. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et comme ça arrive souvent, en tout cas comme moi, ça m'arrive souvent, ça a pris forme, ça a pris une forme. Ça a dessiné un chemin et j'ai suivi ce chemin. Ce livre est un cheminement en vérité. Oui. Et le lecteur, la lectrice, chemine en même temps que moi lors de mon écriture vers les conclusions auxquelles je suis arrivé à la fin du livre. Il y a deux parties dans votre livre. Ouais. Moi, je me suis beaucoup attaché à la seconde partie. J'ai lu la première aussi. La seconde partie, elle pose des questions. Ce que je voudrais dire aussi, que c'est un livre de questionnement, mais un livre d'optimisme. J'en veux pour preuve, page 197, vous écrivez « Je veux croire en une période de lumière qui guidera sur quelques générations une évolution salvatrice de principes moraux et des règles de vie commune ». Qu'est-ce qui vous aide à croire en ce bienfait qui pourrait nous arriver ? Je crois. Alors, je comprends ce que vous avez dit. La première partie du livre est un peu plus technique, un peu plus ardue, mécanique. Oui. Mais cette mécanique, elle permet justement de comprendre que l'univers a probablement, on n'est pas dans la certitude, on n'est pas dans la vérité, on est dans la probabilité forte que l'univers a probablement une finalité. Et si l'univers a une finalité, l'être humain, qui est un produit de l'évolution de cet univers, bien sûr, est impliqué dans cette finalité qui l'engage. Et donc, je pense que l'humanité a une finalité et que cette finalité va la conduire dans une direction salvatrice par rapport à la période qu'on vit aujourd'hui, qui est une période quand même compliquée. D'où cet optimisme. Harry, nous sommes sur RCJ, une radio culturelle et cultuelle. Et justement, en parlant de spiritualité, vous dites avoir pris pour écrire ce livre du recul, si ce n'est avec votre croyance, mais avec les dogmes. Oui. C'est un danger, les dogmes, aujourd'hui, selon vous ? Moi, les dogmes, ils me gênent. Et ils peuvent être un danger parce que, comme ils sont faibles, les dogmes s'imposent avec force. Ils sont faibles. Pourquoi ? Ils sont faibles parce qu'ils ne s'expliquent pas, ils ne s'argumentent pas, ils sont posés là. Par définition. Par définition. Et donc, pour être acceptés, il faut parfois prendre un marteau et taper, comme on ferait pour un clou, pour faire rentrer un clou dans une planche de bois. Et ça, cette obligation par rapport à effectivement une affirmation qui ne peut pas être challengée, qui ne peut pas être argumentée, moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Et je pense qu'aujourd'hui, pour
conforter sa croyance, parce qu'il faut croire. On est Oui. on ne peut pas tout savoir. Donc à partir du moment où on ne peut pas tout savoir, il faut croire. Face à votre croyance, donc, à votre propre spiritualité, vous le dites à plusieurs moments dans le livre, vous l'avez mis en recul, justement, pour pouvoir rester honnête dans votre démarche et dans vos raisonnements. Mais ce qui est super, c'est que ce raisonnement qui se veut honnête et qui se veut fait avec hermétisme par rapport à mes croyances, et qu'il est honnête, il aboutit à des conclusions qui confortent ma croyance du coup. Et justement, la croyance n'en sort que renforcée parce que, à côté de cette croyance, il y a une argumentation logique, cartésienne, qui permet de la soutenir. En lisant ce livre, on a l'impression que vous ne l'avez fait que pour vous convaincre vous-même, que pour arriver à cette conclusion à la fin. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'était comme pour vous rassurer, vous le premier. J'ai la sensation que vous avez été le premier lecteur de votre livre. Oui, mais comme je le disais au début, ce parcours, je l'ai fait moi-même. Mais le faisant, je me suis rendu compte qu'il ne s'adressait pas qu'à moi, et je le savais depuis le début, parce que dans ce livre, je m'intéresse à l'essence des choses, à l'essence de l'humanité. Et quand vous vous intéressez à l'essence des choses, vous faites lien entre tout le monde. Si je m'intéresse à votre superficie, je vais vous décrire vous de façon très précise, mais je ne me décrirai pas moi. Si je m'intéresse à ce qui fait votre essence, je vais me retrouver moi et je vais me décrire moi-même. Bien évidemment. Donc en recherchant ça, j'ai trouvé des réponses pour moi, mais qui sont valables pour tout le monde en fait. Ce qui m'a touché aussi dans votre ouvrage, Harry, c'est qu'au-delà du sérieux de votre travail, ce n'est pas un livre qui assène des vérités, c'est un livre de questionnement. Vous dites, à un moment, je pense qu'il faut que nous soyons plus nombreux à se demander pourquoi on existe, car cela peut nous aider à construire une nouvelle éthique universelle. Oui. Et ça, c'est un point important. Cette nouvelle éthique universelle, vous l'appelez de tous vos voeux. On n'en a pas aujourd'hui. On n'a pas d'éthique universelle. C'est pour ça que le mot nouvelle, il est presque en trop, quoi. Une éthique universelle tout court. Quoi. Exactement. D'ailleurs, je suis pas sûr que j'utilise exactement cette formule, mais je l'ai pris dans une. Ça, c'est pas dans le livre. Peut-être. C'est dans. Non. C'est dans l'une de vos déclarations. Mais c'est vrai que. On a besoin, l'humanité a besoin d'un message qui s'adresse à tout le monde, indépendamment de nos déterminismes, de l'endroit où on est né, de la religion qui est la nôtre, de nos origines, de notre génétique. On a besoin d'un message universel. Et l'univers, qui est ce processus que tout le monde peut observer, peut analyser. Il y a eu plein d'études faites sur l'univers et la façon dont il évolue. Et bien cet univers, il nous parle, il nous, par sa façon par son évolution, il nous montre un chemin. Et c'est peut-être là où on peut trouver ce message qui va s'adresser à tout le monde et qui, sans remettre en cause les particularités de chacun, va pouvoir donner un message qui ne sera pas contestable, parce que c'est celui de cet existant, qui nous a fabriqués en bout de course. Alors, c'est vrai que même si vous arrivez à certaines conclusions, on sent quand même, en fil rouge durant tout cet ouvrage, que le salut, c'est l'interrogation. Le salut, c'est l'intime questionnement. C'est ça, en fait, qu'on adhère à votre raisonnement ou pas, ce livre amène en tout cas à se poser des questions. Et je crois que c'était aussi ça que vous aviez envie de donner à vos lecteurs. Et je pense qu'il est effectivement essentiel de se poser des questions, parce que quand on ne s'en pose plus, on fait souvent des conneries. Oui. Voilà. Et je pense que, et je commence le livre par ça, s'interroger sur notre raison d'être, qu'est-ce que l'on est et pourquoi on est là. Je pense que c'est la question, une des questions fondamentales qu'on ne se pose plus, que notre société a rendu tabou. Et totalement. Je pense qu'il faut remettre cette question sur le devant de la scène, et on doit tous se la poser, essayer d'y réfléchir d'une façon la plus constructive possible. C'est ce que j'ai fait. Encore une fois, je ne prétends pas avoir des vérités, mais peut-être qu'il y a des petits bouts de vérité dans ce livre. Et rien que pour ça, je pense que il méritait d'être partagé. Il est reçu comment, ce livre ? Parce que c'est vrai que vous êtes pas mal en promotion en ce moment chez de nombreux confrères. A priori, on s'attend, quand on reçoit un livre d'Alain Max, soit que vous nous racontiez vos souvenirs, soit mes années 5 à 7. mais là... 5 à 7, pourquoi pas, mais en l'occurrence, ce serait 7 à 8 plutôt. C'est 7 à 8, excusez-moi. Mais pourquoi pas le 5 à 7 aussi ? Mais on vous attend
je pense que la majorité de vos confrères ne vous attendaient pas là. Et il est reçu comme... Ça a l'air de beaucoup vous amuser de prendre les gens un petit peu à contre-pied comme ça. Ouais, je le fais pas exprès, mais ça m'est arrivé 2-3 fois dans mon parcours. Et c'est votre côté joueur quand même. Peut-être. Mais c'est surtout mon côté, alors, curieux, avide de connaissances et sans complexe surtout. J'aurais pu effectivement me dire, je suis pas philosophe, je suis pas astrophysicien, qu'est-ce que je vais me faire de cette galère? C'est ça. Et je pense que je suis légitime, comme tout un chacun, à se poser ces questions, d'où je viens, qu'est-ce que je suis, et compte tenu du fait que je m'intéresse quand même à ces domaines-là et que j'ai quand même beaucoup travaillé, j'estime que je suis fondé à mener cette réflexion et à la partager. Et ce qui m'étonne, c'est que on est hyper nombreux à être, et j'en suis surpris, mais à être intéressés par ces questions ontologiques, ces questions de transcendance. Mais sans oser se les poser. Quand je suis dans les FNAC, je commence mon exposé, je réponds à des questions. En général, la salle est à peu près pleine quand même, mais les gens qui passent dans les allées s'arrêtent. Et ils s'agglutinent parce qu'ils entendent des mots qui leur parlent. L'univers, le sens de l'univers, l'être. Vous allez finir par faire des zéniths. Je sais pas, j'en suis encore loin, mais je crois qu'en tout cas, je pense qu'il est très important de vulgariser ces connaissances-là. On a trop fait d'oser les vulgariser. De ces connaissances, quelque chose, une notion savante. Les gens, aujourd'hui, sont complexés. On n'ose pas se poser ces questions parce qu'on a l'impression que c'est réservé à une élite de philosophes ou de scientifiques très pointus. Et puis que c'est rébarbatif. Ce n'est pas vrai. Harry, je vous rappelle le principe de notre émission, les refrains de mon cœur. Vous avez eu la gentillesse de nous souffler 3 chansons qui ont compté pour vous, et nous allons nous promener comme ça. J'ai eu du mal. 3, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, écoutez, vous reviendrez toutes les semaines. on va faire une grande série. Nous allons nous promener comme ça au gré de vos préférences musicales. Et votre premier choix, c'est Cameo, et le titre Candy, extrait de leur album Word Up en 1986. Cameo, c'est Larry Blackmon, membre fondateur, qui qualifie lui-même son groupe de big band de black rock. 3 membres principaux, je le disais, Blackmon, Jenkins et Lieutenant. Qu'est-ce qui vous touche dans ce groupe et dans cette musique? Ils se définissent comme des spécialistes d'électro-funk, une musique qui était chère à Michael Jackson et à Prince aussi. Ouais. Cet album-là, je crois qu'il est de 84 ou de 85. 86. Word Up. Ok, j'avais 13 ans. Et c'est mes grands cousins, moi j'ai grandi à Tours, et mes grands cousins qui étaient parisiens, qui vivaient en banlieue parisienne dans le 93, c'est eux qui m'ont fait écouter, qui m'ont fait découvrir ce groupe. Moi j'étais fan de mes cousins déjà, ils dansaient le break et tout, ils étaient super branchés. Sydney sur TF1. Et quand j'ai entendu ce titre pour la première fois, et quand j'ai vu ces gars, si vous voyez le clip, c'est hallucinant, ils sont habillés, ils ont des cuissardes, c'est dingue. Et moi, un garçon de 13 ans, j'ai trouvé ça incroyable. Et ce morceau, pour moi, il est indémodable. Je continue. Il dégage une énergie dingue. On l'écoute ce morceau? Allez, on y va. Cameo Candy, le choix d'Harry Roselmack dans les refrains de mon cœur. Harry, la musique, elle joue quel rôle dans votre vie? Essentiel. Un rôle essentiel. J'écoute de la musique tous les jours.
J'aime découvrir de nouveaux morceaux. J'aimerais écouter d'anciens morceaux, comme tous les mecs de 50 ans. On a peut-être un petit peu moins de place pour les nouveautés dans le disque dur, quoique. Chanter, ça Mais, vous... non, chanter, non. Mais Mais je me produire suis rendu des... compte, ouais, produire. Et la première fois que je me suis retrouvé à faire de la musique, c'était en marge de mon film, du film que j'ai écrit et réalisé, qui s'appelle Fracture. Fracture. On avait une bande-annonce. Une bande originale, pardon, et une bande-annonce aussi d'ailleurs, mais une bande originale sur laquelle j'ai travaillé avec des auteurs, des compositeurs. J'ai réalisé cet album, j'étais en mix, et je me suis découvert une oreille déjà, et que j'adorais ça. Donc ouais, j'aime beaucoup la musique. Et est-ce qu'il y a des moments plus ou moins difficiles dans votre vie où certaines chansons ont joué un rôle important, ou certaines musiques ont joué un rôle important? Alors, à toutes les époques, il y a tous les moments où il y a un petit coup de moins bien, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de moins bien. La musique, c'est un soutien. Pour moi, en tout cas, la musique, c'est un soutien de chaque instant. Et quand j'écoute de la musique, même si je peux être un petit peu mélancolique, un peu triste, ben, tout de suite, voilà, ça repart. C'est comme Mars. Et le soleil comme revient, la quoi. barre chocolatée. Et le soleil revient. Harry, vous faites partie, parmi tous vos engagements, du club Averroès, qui milite pour la diversité dans les médias. Vous avez été le premier journaliste noir à présenter le journal de 20h en France. En matière de diversité, la diversité au sens le plus large du terme, on est encore loin du compte, non ? On est encore loin du compte, surtout dans les représentations. Dans l'incarnation, le fait qu'il y ait des Noirs, des Maghrébins, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même un petit peu. Des Asiatiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans l'incarnation, les choses ont évolué et on peut dire que le processus est en route. Moi, je suis content d'y avoir participé à ma manière. Je pense que j'ai décomplexé beaucoup de jeunes, et j'en rencontre très souvent, qui vous disent merci. J'ai osé, merci. J'ai osé assumer ma vocation de journaliste parce que je vous ai vu au journal de 20h de TF1. Donc ça, j'en suis ravi. Ça s'est fait facilement, ça. La petite histoire raconte que Étienne Moujotte vous voit lors d'un dîner, que vous sympathisez avec lui et que ça s'est vraiment passé comme ça. C'est PPDA et Robert Namias qui sont venus justement à un dîner du collectif Averroès. Et à l'époque, moi, je travaillais à France Info. J'étais déjà journaliste, j'étais à l'antenne, mais je faisais de la radio. Et PPDA écoutait France Info très souvent. Et donc, je me suis levé pour lui poser une question. C'était un peu le principe de ces dîners du collectif Averroès. Et à ce moment-là, il m'a identifié. Il en a été surpris parce que ça s'entend pas forcément à ma voix, que je suis noir. Et il n'y a pas de voix spécifique pour ça, je crois. Non, quoique, il paraît que le grain de voix, notamment des Nord-Américains, mais c'est peut-être leur histoire qui fait ça. Bon, voilà, bref. En tout cas, c'est lui qui a parlé de moi à Patrick Lelay, qui 2 ans après cette rencontre m'a appelé. Et quand on vous propose d'être Joker de journal de TF1, ça se passe comment ? On le vit comment ? Par principe, je dis que je vais réfléchir, mais, mais c'était déjà tout réfléchi. Et vous êtes quand même, à ma connaissance, le seul journaliste qui, en 2011, avait vous-même arrêté, on ne vous a pas poussé dehors, arrêté de prendre ce poste-là. Vous avez dit Joker du journal de 20h, fini. Oui, en effet. C'est courageux quand même. Il y a des... Je sais pas, non, pas pour moi en tout cas. Pas pour moi parce que à ce moment-là, je faisais beaucoup de choses pour lesquelles j'étais vraiment en charge. J'étais titulaire de 7 à 8, je travaillais en radio. J'avais une émission qui s'appelait En Immersion. J'étais sur RTL à l'époque. Je travaillais sur une émission que j'adore qui s'appelait En Immersion. Oui. Ça faisait beaucoup de choses et le fait de travailler pendant que les autres travaillaient, mais travailler aussi pendant les vacances des titulaires du 20h, ça faisait que j'avais plus de place pour ma vie personnelle. C'était plus tenable. Et c'est sans regret que j'ai évidemment un peu réfléchi avant de prendre cette décision, mais je l'ai annoncé à Catherine Nel, qui était à l'époque la directrice de l'info, et elle a compris Avoir ouvert la voie à des tas de gamins qui n'osaient donc pas espérer faire de la télévision en étant noirs, c'est votre plus grande fierté, ça, aujourd'hui ? C'est l'une de mes plus grandes fiertés professionnelles, effectivement. Ouais. Je vous propose de continuer notre balade musicale et en parlant justement d'électrofunk, on en parlait avec Cameo il y a 3 secondes. C'est Prince dont vous avez choisi I Feel For You, mais dans la version de Yvette Marie Stevens, plus connue sous le pseudonyme de Chaka Khan. Je ne connaissais pas, moi, son On comprend qu'elle ait pris Chaka Khan, parce que Yvette Marie Stevens, en plus, quand on voit la dame, ça ne lui correspond pas du tout. Alors, et I Feel For You, c'est un morceau qui a été enregistré en 79 par Prince,
Ce morceau est resté un morceau d'album, c'est-à-dire un morceau qui est dans l'album et qui ne sort pas. C'est Chaka Khan qui, en écoutant ce morceau, a décidé de le reprendre. Elle a eu la bonne idée d'en faire un tube planétaire en 1984. Qu'est-ce qui vous séduit chez cet artiste et dans cette chanson ? J'ai remarqué que souvent les chansons que j'aime, c'est des chansons feel good avec une belle énergie. C'est pour ça d'ailleurs que ça me redonne le sourire quasi systématiquement. Mais cette chanson, c'est pareil, ça fait partie de mon panthéon d'ado. Une chanson qui mêle du beat hip-hop avec de l'harmonica. C'est vrai que c'est Stevie Wonder, d'ailleurs, qui joue. C'est Stevie Wonder que dans le morceau que nous allons entendre. I Feel For You de Chaka Khan. Toute l'intro, c'est le grand Stevie. C'est fantastique. Elle a tout chanté, Chaka Khan, le disco, le soul, le funk, le blues. Quelle voix. J'ai l'impression qu'outre-Atlantique, on enferme moins les artistes dans des cases. Vous avez eu, vous, parfois, Harry, vous avez une multitude d'activités, le kaléidoscope est grand. Est-ce que vous avez parfois souffert d'être amené au rôle de présentateur d'une émission hebdomadaire à la télévision quand on sait la richesse de votre activité aujourd'hui ? Oh oui. Je suis très fier d'être journaliste, d'avoir présenté le 20h, de présenter aujourd'hui une émission comme 7 à 8. Mais c'est vrai que quand, comme moi, on est un peu on appelle ça un slasher aujourd'hui, mais quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, un boulimique, c'est vrai que c'est compliqué parfois de subir un rejet a priori parce que on ne serait pas du sérail. Je l'ai vécu notamment quand j'ai fait mon film Fracture. Ça a été très compliqué à certains égards dans les relations avec les institutions du cinéma. Jamais avec les gens, mais avec les institutions qui sont faites de gens quand même. Alors que l'on pourrait croire que justement, et votre statut peut vous ouvrir des portes, finalement, ça en referme plus. Ça en referme plus qu'autre chose. Après, on va pas se plaindre. Mais... Non, mais voilà. Mais c'est une vérité, et c'est bien. Et j'aime à le dire à des gens, notamment à des jeunes qui viennent me voir. Ça n'est facile pour personne, en fait. Non. Tout dépend de vos objectifs, de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez rester dans une forme de confort. Bien sûr. Je pourrais me cantonner à faire ce que vous faites. On ce que vous faites très bien déjà. Que je suis légitime. Mais moi, ça ne me suffit pas. Et à ce moment-là, ça devient difficile, y compris pour des gens qui sont connus. Voilà. Eh ben, vous avez bien raison de le faire quand même. I Feel For You, Chaka Khan. Écoutez bien l'intro, l'harmonica de Monsieur Stevie Wonder. On l'écoute tout de suite. Ah là là, Chaka Khan, I Feel For You, mais ça donne une pêche. Et puis cette harmonica, enfin c'est magique quand on entend Stevie Wonder jouer de l'harmonica. Il y a des joueurs d'harmonica et il y a Stevie Wonder qui joue de l'harmonica. C'est clair. Harry, on continue. Alors, on quitte Chaka Khan pour aller faire un petit tour aux Antilles. Vos parents sont antillais. Votre maman était employée à la Poste. Votre papa était Cérès, je crois. Ouais. Vous êtes d'origine martiniquaise. Vous êtes né à Tours. Ouais. Et là, vous avez décidé de nous faire découvrir, moi vraiment c'est une découverte, l'un des artistes guadeloupéens les plus novateurs, en la personne de Jean-Michel Rotin. Ouais. Jean-Michel Rotin, c'est quelqu'un qui aime à dire haut et fort qu'il déteste mettre une étiquette sur sa musique.
il est là où on ne l'attend pas, c'est son luxe à lui, un petit peu comme vous d'ailleurs, de se surprendre lui-même déjà dans un premier temps. Il a quand même été adoubé par des gens comme le regretté Jacob de Varieux, ou le regretté aussi Manu Dibango, qui ont joué, qui l'ont non seulement soutenu, mais qui sont venus jouer avec lui. Qu'est-ce qui vous touche chez lui? Vous avez choisi un titre moi, que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle Jugement dernier, j'imagine que ça veut dire... C'est le Jugement dernier, paru en 2003 sur son album. Pourquoi ce titre et pourquoi cet artiste-là? Alors, cet artiste-là, parce que je considère que c'est l'un des plus grands génies, et voilà, je mesure bien, je pèse bien le mot de notre musique, parce que c'est quelqu'un qui effectivement est quelqu'un de très inspiré, qui fait des musiques à lui. Alors, il a un patrimoine de départ. Bien sûr. Il fait avec des briques qui existent déjà, mais il fait quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et il y a quelque chose de singulier comme ça, qui font des choses singulières. Est-ce que ce n'est pas la définition d'un artiste, ça, justement, de faire quelque chose qui est singulier, qui n'existait pas? Est-ce que c'est pas ça, même la définition d'un artiste? Alors, c'est la définition noble de l'artiste. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui rentrent eux aussi dans des cases et qui font des types de musique bien particuliers, qui n'apportent rien d'autre que leur talent, que leur voix, que leur... apporter un style musical à soi et nouveau, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, y compris chez les artistes. Donc c'est pour ça que j'insiste sur son génie artistique. Et grâce à vous, excusez-moi, je coupe la parole, parce que grâce à vous, je suis allé vraiment écouter, et je ne connaissais pas cet artiste, et vraiment, j'ai pris une grosse claque. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, mais c'est super ce que vous dites, parce que ça montre que quand vous ne choisissez pas ces chemins les plus faciles, les chemins du commerce, les chemins de la diffusion, eh bien parfois vous payez un peu ce côté très artiste, cette liberté que vous avez. Et lui, il l'a payé parce que je pense que il est reconnu. Il est reconnu. Tout le monde, tous les Antillais le connaissent, mais il aurait pu avoir... Tous les vrais grands musiciens le reconnaissent. Exactement. Manu Dibango et Jacob de Varieux, c'est pas mal non plus quand même. Bien sûr. Mais il méritait une notoriété bien plus grande. Alors il continue à chanter, etc. Mais c'est vrai que sa créativité n'a pas été récompensée comme elle se devait, à mon avis. Mais écoutez, on va l'écouter. Au moins là, elle est reconnue. Merci. Jean-Michel Rotin, Jugement dernier, on l'écoute tout de suite. Avant pour monter fête, à Pani Jotini, on planté, j'ai Paris en Capaca. L'histoire là, ça, j'ai commencé, et c'était nous toutes qu'à parler. Souffre-nous qu'on va en dire, voilà. Jugement dernier, Jean-Michel Rotin, le choix d'Harry Roselmack dans les refrains de mon cœur. Harry, on quitte le soleil des Antilles et on revient en métropole. Et aujourd'hui, sous la pluie. Enfin, en ce moment, c'est pas vraiment. Ça nous manque. C'est la saison. Ça nous manque. Et ce soleil-là, c'est vrai que notre voyage musical arrive à son terme. Harry, on vous retrouve dimanche prochain sur TF1 pour 7 à 8 et non pas 5 à 7 comme je disais. 17 ans déjà. 17 ans déjà. Ça nous rajeunit pas tout ça. Mais vous avez gardé le même plaisir à présenter ce magazine? Oui. Je considère que le temps n'est pas un ennemi, bien au contraire. Et oui, moi, j'adore cette rédaction. C'est une rédaction incroyable. Vous travaillez avec des gens qui sont formidables, qui vous, quand vous êtes admiratif des gens avec lesquels vous travaillez, c'est toujours mieux et on ne s'en lasse pas. Et puis, on travaille de belle manière cette matière qu'est l'information parce qu'on incarne nos sujets. Un sujet 7 à 8, c'est d'abord des gens qu'on va suivre. Et donc, les sujets sont toujours différents parce que les gens sont différents. Vous êtes totalement partie prenante dans le choix des sujets? Non, beaucoup moins maintenant. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai un statut qui est un tout petit peu différent. J'ai une société de production audiovisuelle. Bien sûr. Je suis un multi-entrepreneur. Je suis moins engagé dans les choix
pas de 7 à 8. J'imagine. Mais je continue effectivement à regarder les sujets en fin de fabrication, à apporter ma touche de validation. Mais c'est vrai qu'on a une très très belle rédaction en chef, pilotée par Philippe Pécoul, qui fait un travail formidable et des reporters incroyables. Et Harry, je rappelle le titre de votre ouvrage, un ouvrage parfois ardu, mais qui amène une vraie réflexion et qui ouvre débat et questions. Il n'est pas trop tard pour naître, un livre porteur d'espoir, comme son nom l'indique, aux éditions Jouvence. Harry, je vous remercie d'être passé, d'avoir fait un petit détour par le micro de RCJ. Je vous souhaite de continuer à faire toutes ces activités qu'on connaît moins, mais qui ont l'air de vous rendre heureux. Il suffit de voir votre sourire. Et donc, plein de bonnes choses pour vous et merci d'être venu. Merci beaucoup, merci à vous de cette invitation. Merci.